Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition principale à la une de l'actualité. Ce soir, le Premier ministre ouvre les portes de la primature pour une rencontre historique avec les centrales syndicales. Au cœur des discussions, les préoccupations majeures des travailleurs et une revue approfondie des revendications orchestrées avec les ministères clés. On le verra. Dans l'actualité également, l'ouverture ce samedi de la 144e édition de l'appel de Seydina Limamou sous le signe de l'union et de la cohésion. Ce soir, nous ouvrons une large fenêtre sur cet événement religieux qui attire des milliers de fidèles laïens venus de partout au Sénégal et même de la diaspora. Et puis, le compte à rebours est lancé pour la finale tant attendue de la CAN opposant la Côte d'Ivoire au Nigeria. À la veille de ce duel au sommet, les deux équipes peaufinent leur stratégie lors des séances d'entraînement sous l'œil attentif de nos envoyés spéciaux. On verra tout cela tout à l'heure. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Parlons d'abord de cette rencontre entre le Premier ministre et les centrales syndicales hier à la primature. Les syndicats les plus représentatifs ont été conviés à un dialogue franc autour des préoccupations des travailleurs. Une revue des revendications a été faite devant les ministères concernés. Le Premier ministre fixe désormais un rendez-vous semestriel avec les secrétaires généraux pour le suivi des dossiers. Ramdan. Des syndicats qui tirent leur légitimité des dernières élections de représentativité du 12 décembre, Synthèse, Synthèse FC, UNSAS, CSA, le chef du gouvernement a souhaité avoir avec leurs secrétaires généraux et représentants un dialogue franc et dynamique. L'occasion donc nous est aujourd'hui offerte de recueillir vos suggestions et réflexions sur la situation sociale de notre pays, afin d'anticiper sur les potentiels conflits sociaux dont l'impact sur l'économie compromet à coup sûr les immenses efforts pour garantir un climat social apaisé, propice à l'émergence économique. Les syndicats qui ont longtemps attendu une rencontre de cette nature n'ont pas boudé leur plaisir de porter de vive voix les préoccupations des travailleurs. Des efforts sont faits, le gouvernement et le président de la République ont procédé à des ajustements de salaire, des augmentations substantielles pour les enseignants, pour les fonctionnaires. Mais dans cette mise en œuvre, nous avons estimé, en tant que centrale syndicale, qu'il y a quelque part une inéquité dans le traitement des fonctionnaires de l'État. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître. Mais nous avons l'habitude de dire que la source de la revendication est intarissable. Nous devons réformer certains textes obsolètes qui régissent les relations de travail. La convention collective des industries alimentaires, des mines, date de 1958, avant les indépendances. Les ministres des Finances, du Travail, de la fonction publique étaient aux côtés du Premier ministre pour des échanges techniques et des réponses poussées. J'apprécie en tout cas moi la qualité du dialogue qui est très franc, qui a permis de soulever un certain nombre de questions. Le gouvernement aussi n'a pas usé de faux fuyants. Prochainement, je discuterai avec le secteur privé. Maintenant, je suis en train de voir les modalités qui puissent permettre d'avoir un dialogue aussi efficace qu'avec vous, qu'avec le secteur privé. Donc la première recommandation que je voulais faire, c'est que chaque semestre, le Premier ministre rencontrera les centrales syndicales pour échanger sur les préoccupations majeures. Je vais assurer un suivi rapproché pour permettre les dossiers sur lesquels, effectivement, il y a eu des accords, les dossiers sur lesquels c'est des arrêtés à signer, des décrets à signer, que l'on puisse user de notre influence pour pouvoir les traiter. Le ministre du Travail est chargé de remettre un rapport général sur le niveau de mise en œuvre des engagements de l'État, rapport à soumettre au Premier ministre avant la fin du mois. Les finances feront également le point. J'ai vu aussi que dans nos discussions, on ne s'entend pas bien sur les concepts. Tout le monde reconnaît les efforts du gouvernement et le gouvernement aussi a le sentiment, plus on fait des efforts, plus peut-être il y a une incompréhension entre les différents acteurs et nous. Je pense qu'il est bon que le ministre des
Finances, qu'il procède à une analyse détaillée, vraiment détaillée. Les discussions entre le Premier ministre et les syndicats ont touché plusieurs secteurs, de la santé à l'éducation en passant par les collectivités territoriales, l'ISRA, la CBAO, la Poste, la Croix-Rouge ou encore l'ENSA de Thiès n'ont pas été en reste. Le gouvernement, dans la dynamique d'apporter des solutions idoines à ces entreprises aussi affectées. La masse salariale pèse pour 46% de nos recettes fiscales, un niveau de loin compatible à la richesse nationale. Ce sont les indications du ministre des Finances qui relèvent ainsi les efforts de l'État en direction des travailleurs. Il note également quelques incompréhensions sur les indemnités. C'est ce qui justifie d'ailleurs les recommandations du Premier ministre à procéder à une analyse détaillée des engagements de l'État. Nous écoutons à ce propos le ministre des Finances, Mamoudou Moustapha Ba. On est à plus de 46%, quasiment la moitié des recettes fiscales du pays. Donc ça mérite une réflexion. Le secrétaire général Moudou Biro l'a dit, l'équité salariale, oui. Mais effectivement, quelques dysfonctionnements ont été notés à travers une incompréhension sur l'indemnité spéciale complémentaire qui pouvait s'appeler indemnité de logement. Mais le fait de l'appeler indemnité spéciale complémentaire, ça a créé tous les problèmes du monde. On a dit, en plus de ça, il nous faut le logement. Alors que l'idée, c'était effectivement ceux qui n'avaient pas d'indemnité de logement, qu'ils aient une indemnité spéciale complémentaire, nette d'impôt, hiérarchie A, 300 000, hiérarchie B, 250 000, A2, 250 000, ainsi de suite. Et 90 000 est le salaire net d'impôt, la catégorie la moins élevée. Au Sénégal, on n'a jamais augmenté de 300 000 net d'impôt un agent de la hiérarchie A1, un agent de la hiérarchie A2 qui puisse gagner 250 000. De plus, son salaire avant, plus 250 000 net d'impôt. Ça veut dire ce que cela veut dire. Voilà, juste pour indiquer. Mais néanmoins, comme le Premier ministre nous l'a instruit, tout ce que vous avez indiqué comme texte, il y a certains textes qui ont été déjà finalisés au sein du gouvernement. Un nouvel horizon professionnel s'ouvre pour plus de 500 jeunes de Pikine et Guédiawaye. Grâce au programme Réundaouni renouvelé jusqu'en 2026, ces jeunes viennent de franchir un cap décisif en recevant leur contrat de travail des mains du ministre de la Jeunesse. Cette initiative inspirée par le président Macky Sall marque un pas de géant dans la lutte contre le chômage des jeunes. Barangay et Lamine Touré. Les jeunes des départements de Pikine et de Guédiawaye réunis dans cette salle vont intégrer le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes Réundaouni. Il a été renouvelé à la fin de l'année 2023. À l'occasion de cette rencontre, le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi vient ainsi matérialiser une directive du chef de l'État. Le programme Réundaouni, dans le cadre du recrutement spécial, prévoit de recruter 65 000 emplois. Au 31 décembre 2023, le président de la République nous avait instruit de renouveler tous les contrats, mais aussi de travailler à élargir les cibles. C'est pourquoi nous avons pensé que les collectivités territoriales qui ont un besoin criard en termes de personnel avaient besoin d'être accompagnées et d'être aidées. Et c'est ça qui nous a effectivement permis aujourd'hui de faire signer plus de 500 jeunes des contrats. Le programme Réundaouni connaît dans le renouvellement de sa deuxième phase une nouvelle orientation pour assurer la pérennité de l'emploi sur une période bien définie. Il y a une innovation qui a été apportée par le président de la République dans le cadre du programme Réundaouni. C'est la durée des contrats. Aujourd'hui, on n'est plus à l'ère des contrats annuels, mais le président de la République a demandé à ce qu'on signe des contrats d'une durée de 3 années. Donc ces 500 jeunes ont signé effectivement des contrats qui devraient finir le 31 décembre 2026, ce qui est une opportunité pour eux. L'élargissement vers de nouvelles cibles profitera cette fois aux collectivités locales. Nous le savons tous au Sénégal, les collectivités territoriales ont en général des difficultés du point de vue des ressources humaines, de qualité, qui des fois posent problème dans l'exécution correcte même de nos missions. Si nous avons aujourd'hui l'opportunité et cette occasion qui nous est offerte de pouvoir bénéficier de compétences
qui vont venir nous renforcer sans que cela ne sorte de nos budgets. Nous ne pouvons qu'applaudir de deux mains, remercier son Excellence M. le Président de la République. Ces jeunes ont accueilli dans la joie la bonne nouvelle de cette directive qui les redonne espoir. Une fois le document signé, ils vont être déployés à leurs postes respectifs dès ce lundi. Autre titre ce soir, la 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi s'est ouverte sous le signe de l'union et de la cohésion érigée en pilier de la stabilité sociale et politique. Cambérène, épicentre de foi et de dévotion, a vu affluer des fidèles de tous horizons venus en masse répondre à l'appel. Kaltoum Gueye. Diamalaye Seydina Issa Rohou Laye a refusé du monde à l'occasion de la 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. L'activité s'est ouverte ce samedi à Cambérène. La cérémonie, présidée par le porte-parole de la famille laïenne Mohamedou Lamine Laye, accompagné par ses frères et ses fils. Seydina Issa Laye, coordonnateur général de l'appel, a axé son allocution sur le thème de cette édition, l'union, socle de stabilité sociale et politique. Il a adressé un message fort aux autorités politiques du pays. Il les appelle à maintenir le bon vivre ensemble qui a toujours été la force du Sénégal. Mohamedou Lamine Laye, quant à lui, dédie cette 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye à la prière. Après Cambérène, les fidèles vont se rendre à Ngor pour la deuxième activité de cette édition. Dans une marée de foi et de dévotion, la 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye a illuminé Cambérène, attirant des fidèles la haine de partout, y compris de la diaspora. Armés de leur foi inébranlable, les pèlerins ont entamé cette commémoration par des prières et des instants de profonde spiritualité. Salou Seck nous plonge au cœur de cette journée empreinte de ferveur religieuse et de célébration. Cambérène, point de ralliement des milliers de disciples laïens en ce jour du démarrage de la célébration du 144e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye. Ici, toutes les grandes artères grouillent de monde en cette matinée. C'est un événement qui représente beaucoup de choses pour nos confrères laïens. Parce que comme son nom, c'est le mardi, c'est un appel. Donc, Seydina Limamou alayhi wa salam avait fait cet appel-là pour rassembler toute la communauté laïenne. Parce que nous rendons grâce à Dieu. Cet appel représente beaucoup pour nous. Nous sommes très contents d'avoir assisté à cette présente édition. C'est un honneur pour nous. L'appel du Mahdi est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour ses disciples. Certains sont même venus de la diaspora pour assister à cet événement. Je viens d'Italie. Nous avons un daïra là-bas. Nous rendons grâce à Dieu. Nous souhaitons répondre à tous les appels du Mahdi. Sinon, parfois aussi, nous pouvons célébrer cet événement en Italie. À Cambérène donc, la ferveur religieuse est partout perceptible. Des zikrs rythment ces moments de prière. Nous sommes venus pour revisiter les enseignements de Seydina Limamou Laye. C'est une occasion pour nous aussi de se ressourcer davantage. C'est ce qui explique notre présence ici. Nous allons profiter de cette occasion pour formuler des prières. Donc nous sommes là pour se ressourcer et prier. Avec effervescence et ferveur religieuse, les disciples ont encore perpétué la tradition en répondant massivement à l'appel de Seydina Limamou Laye. L'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi est aussi un carrefour d'échange. Pendant que les fidèles affluent pour honorer leur tradition religieuse, les commerçants saisissent l'opportunité pour étaler leur petit commerce animant les alentours avec une variété de chaussures, vêtements et délices culinaires. On voit tout cela avec Mansourdien. En face de la grande place qui abrite la cérémonie à Cambérène, ces jeunes hommes proposent leurs marchandises.
des t-shirts à l'effigie des dignitaires layènes. Nous vendons grâce à Dieu et à Seydina Limamou Laye. Les clients arrivent en grand nombre. Si c'était à 10 000 francs, je l'aurais acheté. J'aime la communauté layène. Mon grand-père est layène ainsi que ma tante. Bien vrai que je sois talibé cheikh. Le blanc, couleur de la communauté, est également à l'honneur sous forme de djellaba. Je vends des djellabas et des grands boubous lors de cet appel. Toutes les tenues sont de couleur blanche. Chaque année, on est présent avec les mêmes habits et ça marche. Sa Nyebemboub, la quarantaine, originaire de Ngaï, propose des chaussures depuis plusieurs années aux fidèles. En cette présente édition, il compte faire de bonnes affaires. J'ai amené des produits locaux, à savoir les chaussures de Ngaï. Chaque année, je viens ici car c'est une occasion pour faire de bonnes affaires. D'autres qui comptent aussi faire de bonnes affaires, ce sont ces dames. J'arrive à rentrer dans mes fonds, même si ça marchait mieux avant. Maintenant, les grandes familles proposent des mets aux talibés. Elles offrent du tchakri, des petits déjeuners et autres. À l'instar de cette dame venue acheter une tenue pour la cuisine. Je vais chez ma grande sœur pour l'aider dans la cuisine, raison pour laquelle j'achète ses robes. À côté de ces produits incontournables que sont les chapelets et les gravures, l'appel est donc une occasion pour les commerçants d'écouler plusieurs marchandises. Sur le chemin de gloire, c'est le titre du recueil de poèmes de Libas Diagne. Ce disciple de l'imam Laye a produit une œuvre poétique importante au plan spirituel et temporel. Sur la communauté laïenne, la vie et l'œuvre de Baye Laye sont mises en lumière et en vers. D'autres grandes figures religieuses du Sénégal sont glorifiées à travers cette production littéraire. Kaltoum Gueye et Omar Diaw. L'homme se définit comme disciple convaincu, un inconditionnel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, à qui il a consacré une bonne partie de son recueil de poésie. Seydina Limamou, Seydina Issa, pour Seydina Limamou d'abord, nous avons parlé de lui, nous avons parlé également du contexte, fait un peu de l'historique de son appel, les conditions, dans lesquelles conditions il a lancé son appel. Nous avons aussi parlé de quelques miracles. Sur les chemins de la gloire, c'est le titre de ce recueil écrit par un scientifique, professeur d'enseignement technologique de formation. Sa plume est allée au-delà de la sphère laïenne à laquelle il appartient. D'autres figures qui appartiennent à d'autres confréries, telles que Mam Ahmadou Bamba, le Magal de Touba. J'ai également parlé de la vie de Mam Abdou Aziz Dabakh. J'ai également parlé de la mort. Dans la partie temporelle de l'œuvre, l'auteur aborde des questions importantes liées à la vie, à la fin de l'existence, au pouvoir et à la société en général. Il y a un titre intitulé L'hommage à temps ou tard, l'hérétique, l'ingratitude, le jaloux. Donc pour traiter un peu tout ce qui tourne autour de la méchanceté, de l'hypocrisie. Libas Diagne ratisse large et la réflexion intègre des thèmes comme les réseaux sociaux. Un thème d'actualité qui pratiquement nous a trouvé en cours de chemin durant notre vie. Donc est-ce que réellement on s'est bien préparé? Le temporel rejoint le spirituel et inspire un auteur engagé en islam à travers la communauté laïenne qu'il a façonnée, forgée. Sa poésie à la fois religieuse, sacrée et profane, est tout sauf prosaïque. L'appel des Laïens, une tradition ancrée depuis le 19e siècle à Dakar. Ce soir, nous allons découvrir comment Mam Limamou Laye, à son retour de pêche, a été touché par une divine révélation, marquant le début d'une mission spirituelle qui continue de rassembler des milliers de fidèles musulmans. Ibrahim Mboup déroule le fil de cette histoire fascinante. 24 mai 1883, une matinée paisible dans le village de Yoff. Mam Limamou Laye revient de la pêche lorsqu'il déclare être l'envoyé de Dieu. Âgé alors de 40 ans, son appel retentit. Plusieurs érudits rallient Yoff pour prêter allégeance au Mahdi. Jour de dimanche, entre 9h et 10h, se dirigeant vers les dunes de sable et faisant face aux 4 points cardinaux,
il lança son fameux appel Ajibu Da'iyallah Ya Mashar Insi wal Jinni in Rasulullah ilaykum. Donc, venez répondre à l'appel de Dieu. Je suis l'envoyé de Dieu. C'était moi hier à la Mecque, sous la peau blanche, et c'est moi aujourd'hui à Yoff, sous la peau noire. Et donc, dès que retentit cet appel, il a été entendu. Un appel entendu et répandu dans les contrées les plus lointaines du Sénégal. Notamment du Waalo, du Gandiol, du Ndiambour, du Kayor, des grandes personnalités religieuses, des exégètes de Coran, se sont déplacés, n'est-ce pas, pour venir lui faire allégeance. Qui sont les exégètes ayant répondu très tôt à Seydina Limamou Laye Al-Mahdi? Si je parle du Waalo, le village de Naéré, derrière le lac de Guerre, il y a eu le monsieur qui s'appelle Mame Yatma Diop, donc qui a dit à son entourage immédiat, notamment son épouse Anta Mbaye, prends à Califorchon ton bébé Sibori, nous allons répondre à Mame Limamou qui m'a appelé. Et ils ont marché à pied 300 km pour arriver ici. La nuit, il y avait une sorte de lumière qui les orientait. Ensuite, je peux citer le cas de Mame Mayonilo. Mayonilo, il habitait vers la route de Ngourane, au niveau de Ngoumba Ngeoul, à 3 km de Ngoumba. Mais lui, son cas, c'est en réalité leur père Mbalolo qui leur avait dit que je ne serai pas de ce monde, mais après, vous entendrez un appel à l'ouest. Je vous recommande d'y aller. Mame Guilay Diop, également, il y a un vieux, un homme de Dieu s'appelle Massayer Ndiaye, qui lui avait dit que dans quelque temps, cette pierre-là de Wangal disparaîtra et il y aura de l'eau. À ce moment, dès que vous entendrez un appel venant de l'ouest, il faut aller répondre. C'est un envoyé de Dieu. Je peux en prendre un autre, puisque à Bargny, Mame Alsan Wade, il est le fils de Amadine Wade. Amadine Wade a vécu 154 ans. Mais son fils Alsan Wade, tout comme l'autre fils Biram Wade, ce sont eux qui surveillaient les bœufs. Ils avaient un troupeau. Et nuitamment, ils ont trouvé les bœufs en train de discuter entre eux, en disant que l'Imam Mahdi va apparaître. C'est un exemple patent. Et je peux maintenant citer le cas de Thierno Mbaye Sylla, qui fut imam ratib de Dakar pendant 22 ans et président du Cadi musulman pendant 14 ans. Donc, un notable reconnu par les 12 peintres. Donc, ce Mbaye Sylla-là a régulièrement dirigé les prières du vendredi jusqu'à ce que la mosquée de la rue Thiers soit construite en 1892. Et une fois terminée, les Lébous lui ont dit que soit vous restez imam, vous laissez l'imam, ou bien vous allez suivre l'imam et vous laissez notre. C'est ainsi qu'il a abandonné la mosquée de la rue Thiers pour aller rejoindre l'imam. Il y a également imam Dialande Gueye de Rufisque. Imam Dialande Gueye de Rufisque, c'était l'imam ratib. Et comme Rufisque était une grande ville devenue commune de plein exercice après Gorée et Saint-Louis et avant Dakar, donc vous voyez ce que ça représentait, même l'ancien port se trouvait là-bas. Imam Dialanda, dès qu'il a également entendu l'appel et qu'il a voulu faire allégeance, on lui a récupéré ses épouses et ses enfants. Il est venu avec seulement 2 enfants. C'est comme Mame Samba Ciss de Rufisque également, quartier Mérina. Lui, quand il a fait allégeance à Mame Limamou Laye, c'est lui le grand-père de Baye Seydi Thiaw, 3e khalife. Mais on lui a fait un embargo pour l'empêcher de participer à la pêche. Mais tout d'un coup, un courrier est arrivé avec un émissaire, avec des filets de pêche tout neufs, en demandant le vieux Mame Samba Gueye. Et dès qu'il a obtenu ses filets de pêche, il pêchait d'un côté,
ceux qui l'ont fait embargo ne pouvaient plus avoir de poissons et tous les poissons venaient voilà. Tafsir Mor Ndiaye, c'est le père de ma maman. Il habitait à Ségel. Alors donc, le nombre de ces talibés, on les balançait avec le nombre de talibés de El Hadj Malick Sy. Donc, vous voyez sa dimension. Mais une nuit, on l'a réveillé pour lui dire que le prophète est à l'ouest. Il a pris son cheval accompagné de ses talibés également. Il est arrivé jusqu'à Rufisque. On lui a dit que ici c'est Rufisque, Tengué. Ensuite, il continue jusqu'à Mbao. La même réponse, ici c'est Mbao. Il continua jusqu'à Yarah, Anne. Et là-bas, on lui a indiqué le chemin. Il s'est dirigé à Yoff. Arrivé, dès qu'il est descendu de son cheval, il rampait sur les 4 pattes. Et c'est talibé de dire, mais Tafsir, avec ta dimension spirituelle, comment pouvez-vous le faire? Donc nous, qu'est-ce que nous allons faire? Il a dit, allez, roulez au sol. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'appel de Seydina Limamou Laye qui s'est ouvert ce samedi. Et nos équipes déployées sur place vous feront vivre cet événement de l'intérieur du début à la fin, comme si vous y étiez. Sahara, l'initiative révolutionnaire pour la transformation des systèmes alimentaires et de l'agriculture, célèbre sa 2e Assemblée générale au Sénégal. Sous le signe de la collaboration entre l'Afrique et la communauté internationale, ces rencontres marquent le passage de relais entre les leaders de la recherche agricole, l'ISRA et l'INRA. Fatmata Banelba. L'initiative Sahara, transformer les systèmes alimentaires et l'agriculture par une recherche en partenariat avec l'Afrique, est un pacte de partenariat entre des instituts de recherche et des universités, en vue de transformer les systèmes alimentaires pour atteindre les objectifs de souveraineté. Elle est composée de 22 membres africains et français, issus de 14 pays différents. Ces membres ont tenu une assemblée générale, la seconde pour entériner la gouvernance de l'année 2024. Les agriculteurs doivent faire face à des grandes difficultés. La difficulté du dérèglement climatique, la difficulté d'une population qui augmente et il faut nourrir un nombre d'habitants sur la planète qui va atteindre 10 milliards d'habitants en 2050. On a besoin de limiter les dépenses en énergie, de limiter les pesticides. Tout ça, c'est des défis qui sont complexes. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir que toutes les organisations, les principales organisations de recherche africaines et françaises, et puis on a aussi des partenaires européens, se réunissent pour travailler ensemble. Dans un premier temps, après la première assemblée générale qui s'est tenue en Afrique du Sud, beaucoup de jalons ont été posés qui vont dans le sens de mettre en place un cadre scientifique avec l'élaboration de beaucoup de projets, mais aussi mettre en place une feuille de route en rapport avec l'Union africaine et l'Union européenne, mais surtout mettre l'accent sur les aspects de gouvernance et voir aussi comment nous pouvons accueillir aussi d'autres institutions dans cette initiative. Le programme Sahara est mis en branle conjointement par l'Union européenne, l'Union africaine et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Alors cette assemblée générale, d'abord, elle doit prendre des décisions. Chaque personne représentant son institution sur des propositions, 1 de thématiques scientifiques, 2 de gouvernance, 3 d'entrée de nouveaux membres, et puis 4 de projets sur lesquels on va travailler. Et notamment cette Assemblée générale, nous devrions décider d'avoir un comité consultatif externe avec la participation de la FAO, de l'Union européenne, de l'Union africaine. Donc c'est bien la portée globale qui doit être actée de cette initiative. Il est ressorti de cette Assemblée générale que l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement basé en France et l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA vont assurer pour 1 an la coprésidence du Sahara. Et d'après les promoteurs, le Sahara a pour objectif de développer ensemble une recherche partenariale de haute qualité, tournée vers l'impact, vers la formation et vers la co-construction d'innovation avec les acteurs du monde rural. Les échos de la Canon Côte d'Ivoire à présent. L'Afrique du Sud a décroché tout à l'heure la médaille de bronze de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Bafana Bafana ont battu les Léopards de la République démocratique du Congo lors d'une séance de tirs au but palpitante. Retour sur cette victoire héroïque avec Amadou Diallo. L'Afrique du Sud décroche la médaille de bronze de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Bafana Bafana sont venus à bout des Léopards grâce à la séance de tir au but.
Le gardien de l'Afrique du Sud, un vrai super-héros, permet à son équipe de battre la RDC au tir au but. Il faut dire que les Léopards avaient l'occasion de remporter la partie, mais Memba rate son penalty. Williams le repousse. L'excellent Williams revient et gagne son duel face à Elia, un arrêt qui permet à l'Afrique du Sud de finir 3e de la CAN. Dans le match, après une demi-heure de jeu, les deux équipes n'enregistrent aucun tir cadré. Les Léopards se sont montrés plus tranchants en première mi-temps. Après la pause, la tendance reste la même. Les Sud-Africains subissent les assauts des Congolais. 65e minute, énorme occasion pour la RDC. Le gardien Williams commet une erreur en laissant s'échapper le ballon. Mais Silas manque le cadre, le ballon fuit dans le petit filet. 76e minute, encore une grosse occasion pour la RDC. Memba envoie son ballon vers le ciel. Une belle occasion pour ouvrir le score, encore manqué. À la fin du temps réglementaire, Maélé rate sa reprise de volée devant les cages de Williams. À la séance de tir au but, l'Afrique du Sud sort vainqueur et décroche la médaille de bronze de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pendant ce temps, le compte à rebours est lancé pour la finale de la CAN. Côté ivoirien, l'objectif est d'accrocher une 3e étoile sur le maillot des éléphants. C'est du moins l'avis d'Ernest Faye, le sélectionneur des éléphants. Il l'a dit aujourd'hui en conférence de presse de veille de match. Il était accompagné par son attaquant Sébastien Haller, qui pense que la rencontre de demain sera très différente du match de groupe perdu face au Nigeria. Suivons le compte-rendu d'Ibrahim Mboup. Séance de prière d'une équipe miraculée qui rend grâce à Dieu, des prières pour finir en beauté la Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire ne rêve que du trophée après un parcours atypique, bluffant. On a là demain une belle opportunité pour garder la coupe à la maison. Parce qu'on sait que c'est très difficile quand vous organisez une CAN de remporter la compétition. Donc nous, demain, on sera à 90 minutes de faire cet exploit-là. Et par la même occasion, de rajouter une 3e étoile sur le maillot orange de la Côte d'Ivoire. Pas tant forcément un match relevé, parce qu'on connaît aussi un peu la manière de jouer des Nigériens. Donc, ça va être un match assez relevé physiquement, ça c'est sûr, c'est une certitude. Maintenant, à nous de leur poser des problèmes pour essayer d'étirer leur ligne et de créer des espaces, justement, et utiliser leur faiblesse. Emers Faye a jusque-là fait des choix cohérents, courageux et payants. Il a déjà une idée sur les clés du match face au Nigeria. Psychologiquement, je pense que les deux équipes seront au même niveau. Après, comme tout match de haut niveau, comme toute finale, ça va jouer sur un petit détail qu'il est difficile de déterminer aujourd'hui. Donc, nous, on va essayer en tout cas de faire une bonne entame de match. On va essayer de les fatiguer tactiquement et physiquement. Mais on va pas se presser, on va être patient. Une finale, c'est au moins 90 minutes. On sait qu'il va y avoir de la pression des deux côtés. Donc, on va se concentrer pour bien commencer le match et pour être patient, pour les déstabiliser et les avoir à l'usure. Les Super Eagles ont eu la chance de battre la Côte d'Ivoire en phase de groupe, 1-0. Un ascendant psychologique certain, mais les Ivoiriens semblent avoir tiré des leçons de ce revers. On s'est déjà rencontrés, donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais un match de groupe et une finale, c'est totalement différent. Donc l'approche sera différente. Et comme je l'ai dit, la préparation devra aussi être différente. Donc on verra si c'est un avantage ou pas. Le fait que le Nigeria nous ait battus en phase de poule, on va dire que c'est un point, comme le disait Seb, c'est bien parce qu'on sait déjà à qui on a affaire. Même si entre-temps, ils ont fait de la route et ils se sont améliorés dans pas mal de domaines. Mais la préparation de ce match-là, elle est comme toute la préparation des autres matchs. On va se concentrer sur nous, nos points forts, nos faiblesses et regarder comment on peut leur poser des problèmes. Emers Faye annonce par ailleurs que son équipe prendra tout ce qui peut la motiver dans cette affiche de prestige.
C'est le 3e technicien ivoirien à amener son pays en finale de Coupe d'Afrique, après Yeo Martial et François Zawi. Les Super Eagles du Nigeria ont également fait face à la presse. Ils se sont montrés très sereins et fortement motivés à l'idée de gagner la Coupe d'Afrique. Le Nigeria avait infligé à la Côte d'Ivoire sa première défaite en phase de groupe. Le contexte a changé, mais pas assez pour ébranler la bande à Victor Osimhen. Des détails avec Ella Chernodramé. Cette équipe du Nigeria est très sûre d'elle, confiante, sûre de ses capacités. Joueurs et membres du staff n'ont d'ailleurs qu'un seul mot à la bouche, gagner cette finale. Le plus important, c'est de gagner. Donc il faut se donner à 100% pour saisir cette occasion contre toute équipe. Bien sûr, ce sera un match très difficile, mais c'est une seule occasion à saisir. Et il ne sait pas en fait quand est-ce qu'il aura encore cette chance-là d'arriver en finale. Effectivement, ce sera un match très difficile. Mais comme je l'ai dit au début, nous sommes là pour gagner le trophée et repartir donc avec la coupe. Le Nigeria est le pays qui avait infligé la première défaite à la Côte d'Ivoire en phase de groupe. Entre-temps, beaucoup de choses ont changé, même si côté nigérian, on pense qu'il n'y a que des évolutions sur le plan tactique. Bon, je pense qu'il n'y a rien de nouveau à propos de cette équipe. C'est juste des changements techniques, 2 ou 3 joueurs qui ont été intervenus de nouveau. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Nous, en fait, il faut juste qu'on mette face à notre mieux dans ce match et voir avec ce qu'on a, comment faire pour gagner. Un des joueurs sur lesquels le Nigeria devra compter, Victor Osimhen. L'actuel meilleur joueur africain est très en forme, même s'il n'a pas marqué beaucoup de buts. Mais il travaille beaucoup pour l'équipe. Je pense que dans les matchs qu'ils ont joués, vous avez pu voir qu'il s'est battu pendant tous les matchs. Il s'est pas comporté comme une star. Il a été attaquant, il a été défenseur, il a été à tous les postes en fait sur le terrain. Il a fait de son mieux à chaque match. Et parce que en fait, il sait qu'il est un joueur très important pour l'équipe. C'est pour cela qu'il se donne à fond. Il a été touché à plusieurs reprises, beaucoup de contacts par-ci par-là. Mais il sait également que notre équipe l'appuie. Notre capitaine également l'aide. Et bien sûr, il nous aide également. Le Nigeria n'est plus sacré en Afrique depuis 2013. Cette finale est la bonne occasion pour remonter sur le toit du football africain. Restons en Côte d'Ivoire où la CAF a organisé ce samedi un panel animé par d'anciens champions d'Afrique. Ils sont revenus sur leurs souvenirs, exploits et anecdotes. À ce propos, nous allons écouter tour à tour Daniel Amokachi du Nigeria, Lucas Radebe de l'Afrique du Sud et Christopher Katongo de la Zambie. Le football est un sport magnifique. Lorsque vous vous retrouvez dans un tournoi majeur à 17 ans, en ayant juste eu 17 ans, je pense que la joie est débordante. Parce que le fait que je joue dans la même équipe, arborant les couleurs vertes, blanches, vertes, aux côtés de Rachidi Yekini, alors que une année avant cela, j'escaladais la clôture pour regarder les matchs de Rachidi Yekini. Si vous vous rappelez, à un certain moment, on nous a dit, pour la première fois, on nous a dit, Madiba vient vous voir à votre entraînement. On s'est réveillé à 5 h du matin. Nous ne nous étions jamais réveillés à 5 h du matin. C'était la première fois qu'on s'est réveillé à 5 h du matin. Il est venu vers 6 h 30 du matin. Et pour être honnête, lorsque l'homme est entré dans la salle où nous étions assis, nous ne savions pas s'il fallait s'asseoir, se lever. Nous étions totalement perdus, tellement nous étions impressionnés. Mais il avait une aura tellement imposante. Vous savez, lorsque Madiba est quelque part, vous ressentez son aura et nous l'avions ressenti. Et
il nous a vraiment motivés, il a fait un discours qui nous a bien motivés, ce qui nous a permis de réaliser où nous sommes, où nous en sommes et ce que nous apprêtions à faire. Alors nous avons battu le Ghana, nous sommes arrivés en finale et toujours on était appelés des petits poussés, personne ne nous appelait. Voilà, et pour finir, parlons de cette initiative de la Loterie nationale sénégalaise qui a en effet récompensé ces parieurs de Lonase.bet. L'entreprise les a invités à vivre la frénésie de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les gagnants ont reçu leur titre de voyage de main des autorités de la Lonase, mais aussi de la star Mia Guissé, ambassadrice de la plateforme digitale Lonase.bet. Lamine Fall et Lamine Touré. Ils sont 3 heureux parieurs qui ont été tirés au sort dans le cadre du jeu concours Lonase.bet, une plateforme de jeux en ligne en plein essor. Il y a eu un premier tirage avec 4 gagnants, un deuxième tirage avec 3 gagnants. Et nous venons d'avoir le dernier tirage avec les 3 gagnants qui sont derrière moi et qui sont retenus pour aller participer à la finale. Pour les besoins de la finale CAN 2023, la prise en charge de ces heureux gagnants sera totale. Billets d'avion, hébergement, billets d'entrée au stade, sans oublier les pécules pour la prise en charge alimentaire. Nous disons vraiment un grand merci à Lonase.bet de nous avoir donc donné cette chance d'être parmi les heureux gagnants de la CAN 2024. Lonase.bet, une application accessible depuis un smartphone à la portée de tout parieur, une application bien représentée par l'artiste Mia Guissé. Déjà, je souhaite un bon voyage à ces gagnants et dire que Lonase.bet a déjà offert 10 séjours à ses clients. Et vraiment, je suis là parce que je suis très heureuse de remettre ces tickets à ces clients. Des clients récompensés à la hauteur de leur fidélité, la Société nationale de jeux contribue au développement économique et social du Sénégal et cherche en permanence la satisfaction de ses parieurs. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous notons qu'il y a cet engouement de la part de nos parieurs à participer aux jeux que nous lançons, aux jeux concours que nous lançons. La Lonase marque ainsi son soutien au sport dans son ensemble. L'entreprise leur souhaite un bon voyage en Côte d'Ivoire. Et justement, nous retrouvons notre envoyé spécial à Abidjan, Ibrahim Mboup. Ibrahim, la fièvre monte à la veille de la grande finale de la CAN opposant la Côte d'Ivoire au Nigeria. Bonsoir Ibrahim. D'abord, quelle est l'ambiance qui règne au sein des camps d'entraînement de la Côte d'Ivoire et du Nigeria à la veille de cette finale tant attendue? Bonsoir René Léon Fonseca, bienvenue à Abidjan. En ce moment, c'est la veille d'Armand dans les 2 camps cet après-midi. On a été aux 2 séances d'entraînement. D'abord, il y a eu la séance d'entraînement du Nigeria à 16h30. C'était à l'école nationale de police. On a vu une équipe très sereine, confiante. Il y avait beaucoup de sourires, beaucoup de rires aux éclats, les joueurs qui se chambraient. Ils sont très, très confiants, ces Nigérians, à la veille de cette finale de Coupe d'Afrique. Et puis, à partir de 18h, il y a eu cette séance d'entraînement de la Côte d'Ivoire au lycée moderne de Cocody. Sur place, il y a eu de la concentration, mais aussi de la sérénité des joueurs ivoiriens très en forme qui se préparent cette finale à domicile demain à 20h face au Nigeria. Et comment les entraîneurs ont-ils abordé ce match? Ont-ils partagé leur stratégie ou les clés? D'habitude, les entraîneurs ne donnent jamais leur stratégie, leur plan de jeu tactique face aux journalistes. Ils sont souvent dans le politiquement correct. Il y a souvent de fausses pistes, mais Emers Faye a donné une petite idée par rapport à ce qu'il veut demain dans cette finale. Il veut une entame de match, une bonne entame de match. Il veut que l'équipe de la Côte d'Ivoire commence bien cette partie face au Nigeria, ne pas se presser et puis essayer de prendre à l'usure cette équipe nigériane, une équipe qui du reste est très puissante. Et du côté nigérian, il y a le coach portugais
José Peseiro, lui, son envie, son ambition, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique. Il l'avait même déclaré des mois à l'avance avant le début de la compétition. Et pour cela, il s'appuie sur son attaquant vedette, Victor Osimhen, dont on va surveiller l'état de santé, l'état de forme. Comme vous le savez, il a eu une gêne abdominale. J'y arrive avant la demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais il aurait ressenti des douleurs aux adducteurs lors de la demi-finale. C'est pourquoi d'ailleurs il a été remplacé. Sera-t-il à 100% dans cette finale demain pour porter les Super Eagles du Nigeria? C'est une question légitime qu'on peut se poser, mais on l'a aperçu dans les 15 premières minutes de la séance d'entraînement du Nigeria. Il est apparu très en forme, Victor Osimhen. Et quel est le sentiment général parmi les supporters ivoiriens de manière globale? Peut-on observer une confiance particulière ou une nervosité palpable à quelques heures du coup d'envoi de cette finale? Eh bien, les supporters ivoiriens sont très confiants après ce parcours-là. Ils ne s'attendent qu'au trophée. Ils ne s'attendent qu'au sacre de leur équipe nationale à domicile. La 3e étoile sur le maillot des éléphants est attendue avec impatience. Emers Faye a dit aujourd'hui en conférence de presse qu'après cette victoire face au Sénégal, il y a eu un déclic dans l'équipe et aussi chez les supporters. Pour le moment, en ce moment du moins, l'équipe, ou du moins les supporters ivoiriens sont très confiants. Ils se mobilisent pour aller supporter leur équipe, même si les billets sont introuvables. C'est sûr que demain, le stade d'Ebimpe sera rempli. On ne sera pas loin des 60 000 places, comme ça a été le cas lors de la demi-finale. Les supporters sont confiants, même si par moment, il peut y avoir un peu de stress, un peu de pression. C'est très normal. Au coup d'envoi, certainement, il y aura un peu de stress et de pression. Mais les supporters ivoiriens rêvent du sacre demain des éléphants après ce parcours. Personne ou presque n'attendait cette équipe ivoirienne à ce stade de la compétition après la défaite face au Nigeria et surtout l'humiliation face à la Guinée équatoriale à Ebimpe. Maintenant, demain, c'est un jour spécial, c'est un jour de finale. C'est un match différent des autres. Les supporters ivoiriens veulent que leur équipe termine en beauté cette CAN après ce parcours très atypique. Merci Ibrahim Mombo pour toutes ces précisions et ce compte rendu. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Abidjan où va se jouer demain cette finale tant attendue entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ainsi va l'actualité de ce samedi soir, mesdames et messieurs. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle soirée et à demain.